Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour le likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Alors, il y a beaucoup d'actualités là-bas chez nous, hein. Alors, on va commenter ensemble ces actualités. Mais avant de commencer, je dois rappeler ceci. Je dois rappeler aux Congolais, surtout quand tu vois comme Trump est en train de faire son voyage là dans la Golfe, dans les golfes dans les pays du Golfe. Alors vraiment, c'est le moment de rappeler aux Congolais ce que le Congo représente, parce que c'est très important qu'on le sache. Il faut savoir que le leadership mondial, euh, actuellement, le leadership mondial se joue en République démocratique du Congo. Précisément dans cette région qu'on appelle le bassin du Congo. Alors, je ne veux pas parler du bassin du Congo parce que vous savez, le bassin du Congo, ça va, je pense, de la République démocratique du Congo, il y a la République populaire, je ne sais pas si ça continue à s'appeler populaire du Congo, il y a le Gabon, ça va un peu vers la Centrafrique et ça va jusqu'un peu au Cameroun, quand on parle du bassin du Congo, pratiquement. Mais là, je ne veux pas cette confusion-là. Quand vraiment, maintenant, tout se passe au niveau de la République démocratique du Congo. Et pourquoi la République démocratique du Congo est au centre de terrain du monde entier. Du monde entier. D'abord, euh, les forêts de la République démocratique du Congo, les terres arables de la République démocratique du Congo, les soleils, nous sommes sur l'équateur, nous avons du soleil. À partir du soleil, nous pouvons produire beaucoup d'électricité pour vraiment électrifier tout notre pays. N'oublie pas, en dehors de cela, nous avons beaucoup de rivières, n'est-ce pas? Beaucoup d'eau douce. On a beaucoup d'eau douce. Alors, parce que la prochaine guerre qu'il y a, ça va être la guerre de l'eau. Ça, c'est important que vous le sachiez. Tout le monde en parle. La guerre qui va venir, c'est la guerre de l'eau. Or, il y en a en abondance en République démocratique du Congo. L'autre fois, j'avais dit, seulement avec les courants d'Inga et même avec les différentes rivières sont vraiment, on construit des barrages hydrauliques. Ça va fournir de l'électricité partout en Afrique. Donc, vous comprenez que le Congo est très riche à cause de ses eaux douces. Mais non pas seulement ça, la position stratégique de la République démocratique du Congo. Il y a maintenant le Rwanda qui en paye le prix, n'est-ce pas? Pour aller à Cotonou, il faut passer par la République démocratique du Congo. Pour aller à Abidjan. Non pas seulement ça, il y a les minéraux stratégiques. Alors, on ne peut pas seulement parler de la savane, on ne peut pas seulement parler de la forêt, mais sauf parler de nous-mêmes, Congolais. Il y a une richesse culturelle énorme. Il y a la matière grise au Congo, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'intelligence. Alors, vous voyez que la richesse de la République démocratique du Congo, personnellement, je pense qu'elle est beaucoup plus élevée que tous les pays du Golfe. Parce que, normalement, selon les estimations de la Banque mondiale, c'est 24 trillions. Alors, toute l'économie de la première puissance mondiale, économique mondiale, les États-Unis, c'est 21 trillions. Alors, vous comprenez que la République démocratique du Congo est une puissance tranquille. Alors, la bonne nouvelle est que bientôt les accords de paix seront signés. Les accords de paix seront signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, quand les accords de paix seront signés, c'est que vraiment il y a une paix durable qui vient en République démocratique du Congo. C'est ce que M. Boulos a dit à Reuters. Alors, c'est par là que je commence. Donc, il y a une paix qui est en train de venir en République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle pour nous, les Congolais. Une très mauvaise nouvelle pour les gens, pour le Rwanda, pour les M23, pour Senko et CC, pour Katumbi Kagame, parce que la guerre vraiment tend vers sa fin.
et une paix durable vient en République démocratique du Congo. Autrement dit, il y a une ère de prospérité, de paix. Or, j'avais écrit entre parenthèses comme du temps de David. Je ne sais pas si vous connaissez pourquoi les Juifs attendent toujours David, hein, leur Messie, en disant, c'est parce que du temps du règne de David, il y avait la prospérité et il y avait la paix. Israël n'avait pas connu de guerre. Alors je pense aussi qu'après ces 30 ans de guerre, maintenant ça va commencer, c'est une nouvelle ère qui commence à la République démocratique du Congo, une ère de prospérité, une ère d'émergence de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, j'étais en train de penser à un mot grec, le temps kairos, qui veut dire c'est le temps spécial, le temps, les Américains vont dire appointed time, le temps vraiment, je ne sais pas comment on peut traduire ça, pour la République démocratique du Congo. Le temps opportun pour la République démocratique du Congo. Alors, c'est pour cette raison qu'on va commenter ici. Je vais répondre à la question de savoir, une fois quand ces accords-là seront signés à Washington bientôt, qu'est-ce qui va se passer avec le M23 ou qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que le M23 va devenir? Alors, on va peut-être essayer de répondre à cette question-là. Alors, avant de répondre à cette question, je dois venir à cette interview de M. Boulos qu'il a donné aujourd'hui à Reuters. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il a parlé avec les deux présidents. Les États-Unis attendent les derniers feedbacks ce week-end. Ce week-end, ça veut dire le samedi qui vient. Hein, le samedi qui vient. Alors, ce week-end, ils attendent cela. Et on a envoyé ces accords au président Félix-Antoine Tshisekedi et aussi à M. Paul Kagame pour les arrangements et les ajustements et qu'ils espèrent vraiment que tout là sera conclu la semaine qui vient. Alors, ce qui est important, quand vous lisez cette interview, ça c'est important, l'administration Trump je ne sais pas comment on dit ça, priorise l'accès des États-Unis aux minerais critiques, tantalum, or, cobalt, cuivre et lithium, et que les deux présidents sont contents des progrès qui sont atteints dans cet accord. Alors, quel est le but? C'est d'amener une paix profonde. Donc, je m'imagine que d'ici là, vers le 15 juin ou plus tard, je pense que ces accords-là seront signés. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont vraiment passées là-bas chez nous en République démocratique du Congo. Alors, je voulais vraiment les lire tout simplement. Le président signait des ordonnances présidentielles pour surtout récompenser, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, pour promouvoir les héros du Goma, les militaires qui n'ont pas abandonné à Goma. Alors, c'est par exemple les capitaines Kabou et les autres. Il y a par exemple... On parle de lever des immunités de Paul Kabila. Vous savez, pendant l'édition de Paul Kabila, comment on dit Paul Kabila, de Joseph Kabila, vraiment, il était un vassal. Il était vassal de Paul Kagame. Alors, mais je ne sais pas, j'ai tout suivi là. C'est comme si les sénateurs se sont retirés pour 72 heures. 3 jours à peu près, et après ils vont nous faire connaître leur délibération. Alors, il y a interdiction de certains partis politiques, comme les partis politiques de Franck Diongo, le PPRD, le Thomas Lubanga. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Est-ce qu'on ne peut pas interdire aussi Assemble et même Senko SCC, parce que pour moi, Senko SCC, c'est une forme de parti politique, hein, je ne sais pas. Alors, vous voyez que si on suspend le PPRD parce qu'on soupçonne que Kabila est en train de faire la guerre à la République, une forme de trahison,
Mais c'est que Katumbi est en train de faire. Lui, il va au plan diplomatique. C'est là qu'il est en train d'aller raconter des histoires comme quoi il n'y a plus de minerais au Congo. Donc, il est en train de faire la même chose que Kabila, mais au plan diplomatique. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas interdire aussi Assemble. Ok, peut-être par le fait qu'Assemble est représenté dans les institutions. C'est l'opposition euh, légale en République démocratique du Congo. Hein. Alors, mais la Senko fait la même chose que Katumbi, alors je pense qu'il faut les suspendre. Il fallait aussi enlever les immunités de Matata Ponyo. Là aussi, il y avait vraiment comme je ne sais pas comment je peux dire, il y avait de la confusion qui a été créée par Camaré. Alors, j'ai vu le président de la République avec Jean-Pierre Bemba pour le permis de conduire. Tu sais, tout ça c'est bien, mais moi ce qui m'étonne toujours en République démocratique du Congo, réfléchissez avec moi, ça m'étonne toujours. Partout il y a le président qui est là au palais du peuple. Même pour des histoires de permis de conduire, toute l'administration se déplace. La première ministre est là, le directeur de cabinet. Tout le monde va là-bas. Alors je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, quand il va là-bas, peut-être il se devait se retrouver peut-être seulement avec Jean-Pierre. Pourquoi tous les ministres suivent là-bas? Tous les gouvernements suivent là-bas. Et les corps, je ne sais pas ce qu'on appelle là, les corps, je ne sais pas quoi. Alors, c'est seulement un truc seulement pour le Congo, oui, ça se passe aussi ici, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, hein, je sais pas, mais c'est quelque chose qui, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas. Donc, tu dois arrêter de travailler et pour aller perdre 1 heure, 2 heures, tout simplement, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Mais c'est quelque chose que j'ai constaté en République démocratique du Congo, que partout les présidents partent, tout le monde suit. Tout le monde. Alors, c'est peut-être un truc arrivant seulement à nous. Alors, là, par exemple, c'est pourquoi j'en parle. J'ai vu Guissaro, j'ai vu les ministres des infrastructures là-bas. Alors, lui, tout le monde parle des embouteillages, des mauvais états de route. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Je l'ai vu sur les simulateurs. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Parce que nous, au moins, depuis qu'il est là-bas, les routes s'abîment seulement. Il n'y a que de trous. Par exemple, moi, j'habite, ma soeur habite vers, comment on appelle ça, la route du tourisme, ou je ne sais pas, tu passes par là où le président habite. Mais tout ça bas, quand j'étais là-bas, il y avait des trous, on a réparé des trous. Mais je parle avec les gens, c'est même pire maintenant. Alors je me pose la question, tu vas aller t'asseoir sur les simulateurs là-bas, mais arrange les routes, au lieu d'aller gaspiller ton temps là-bas. Ah, il faut qu'il y ait cette culture de résultats, parce que alors, on te paye beaucoup d'argent et toi, tu vas t'asseoir sur les simulateurs, tout simplement pour être avec les présidents ou je ne sais pas quoi. Alors, ça sont des choses vraiment pour lesquelles moi, je ne comprends pas cette mentalité-là. On va voir, par exemple, quand on va parler de l'Arabie Saoudite, on va parler des Émirats Arabes Unis, des choses comme ça. Parce que ces gens-là ont une certaine culture contre la corruption, des résultats. Et vous voyez que ça marche. Vous voyez que ça marche. Mais chez nous, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Alors, il y a un livre qui est sorti là-bas. J'ai vu que le président allait baptiser un livre de Messe Forest et qui parle de la revanche du sol sur les sous-sols. C'est un livre que je veux lire parce que ça, c'est important. Je veux lire ce livre-là parce que ça, c'est important. Alors, il y avait aussi la rencontre en Arabie Saoudite, la rencontre entre... il devait y avoir aujourd'hui, hier, je veux dire, hein, une rencontre entre Zelensky et Trump, et comment il s'appelle, et Poutine à Istanbul. Alors là aussi, je vis qu'il y avait la délégation russe qui était à Istanbul, il y avait Rupio, et puis le ministre des Affaires étrangères qui était à Talia, où la réunion de l'OTAN, des ministres des Affaires des étrangers de l'OTAN s'est rencontrée. Et puis, il y avait la délégation, il y avait Zelensky lui-même qui était en Ankara avec les présidents turcs. Et puis, il y avait Trump qui était à Abu Dhabi et qui croyait qu'il allait aller là-bas pour
pour ces négociations, mais comme Poutine n'est pas venu, alors je ne sais pas, on attend. Mais la seule chose que je vais vous faire remarquer, c'est presque le même jeu qu'il y avait entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a encore quelqu'un qui a parlé, c'est le Corneille Nyungura. C'est un musicien d'origine rwandaise, je ne sais pas, je l'ai toujours vu là-bas en France avant. C'est pas ça que j'ai fait penser de lui. Mais il a dit quand même des choses bien, j'ai ça quelque part là, comme quoi il y a... euh, euh, il vient de l'amour entre les Congolais ou des choses comme ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que je dois vous lire ça? Je ne sais pas, parce que c'est peut-être nécessaire. C'est peut-être nécessaire de le lire. Alors il a dit que quelque chose comme... J'apporte mon soutien le plus sincère et mon affection la plus profonde à tous ceux qui souffrent à, au, à, à Goma ou au Congo. Alors, il a dit quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vraiment... moi, je ne sais pas. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Moi aussi, je suis un peu... parce que ce sont des Rwandais. Hein. Alors, même quand quelqu'un dit profonde et sincère, mais il y a quelque chose un peu... Je suis un peu réticent. Mais c'est déjà un bon... Alors, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de corneilles. Il y a beaucoup de corneilles au Rwanda, beaucoup de corneilles. Et dans les jours qui viennent, c'est ce que je soupçonne, il y aura beaucoup de gens qui vont s'élever contre cette guerre. Si tout si elle continue, si elle ne s'arrête pas, et si elle continue, il y aura... Et ce que lui il a fait là, c'est comme s'il a ouvert la porte à ce que beaucoup d'autres Rwandais se manifestent. Et je pense que ça va venir bientôt. Alors, je voulais maintenant attamer vraiment les choses qui sont importantes parce que là, je voulais parler vraiment du voyage de Trump au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et peut-être aussi en Ankara parce que jusque-là, ce n'est pas encore clair. Je vais vraiment donner les contextes et moi, je vois toujours ça sous le prisme du deal, sous le prisme des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, il faut comprendre le contexte. Les contextes, nous les savons. Il y a une compétition, une forme de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Actuellement, aux États-Unis, je ne vis pas aux États-Unis, hein, je ne vis pas aux États-Unis. Nous, on avait notre inflation ici, en Allemagne, en Europe. Il y avait de l'inflation, mais cette inflation-là, maintenant, les choses se sont stabilisées. Mais chez vous, là-bas, j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé. J'ai l'impression aux États-Unis, vous avez encore beaucoup d'inflation. D'après ce que j'écoute, je ne vis pas sur place, mais il y a de l'inflation. Alors, d'abord, Trump a été élu parce que tout le monde pensait que quand il était au pouvoir, l'économie était bonne et qu'il allait réduire le prix de biens de première nécessité et tout ça. Donc, comme l'inflation est en train d'augmenter, cette promesse-là est difficile. Alors, j'avais déjà expliqué que sa popularité est vraiment dans la cave. Alors, il y a beaucoup de pertes d'emplois, surtout dans les domaines de la manufacture. Alors, n'oublions pas, et surtout pour les gens qui sont aux États-Unis, c'est connu que la base électrique de Trump, ce sont les travailleurs, ce qu'on appelle les blue collar. Les blue collar. Alors, c'est pas blue collar, blue collar. Alors, c'est pour cette raison, d'ailleurs, je pense les Chinois ont annulé à peu près les chiffres, je ne sais plus les chiffres, mais les Chinois ont annulé des commandes de Boeing à cause de cette histoire de tarifs. Je ne sais pas combien d'avions ils ont annulés. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre pourquoi il est allé là-bas en Arabie Saoudite, à tout ça. Parce que Trump a besoin de l'argent, il a besoin des investissements aux États-Unis.
surtout dans les secteurs de, ou pour créer des emplois pour les gens qui l'ont élu. C'est pour cette raison il est là-bas. Il est là-bas. C'est pour cette raison il est là-bas. Alors, c'est la situation économique aux États-Unis. Trump doit trouver la solution et il cherche des investissements. Alors, des investissements, il en a eu. Alors, d'abord, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une compétition là-bas. OK, je vous laisse, je vous épargne de toute la réception, de tralala, parce que ça, avec Trump, il faut faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, normalement, nous aussi au Congo, on doit peut-être une fois inviter Trump. Et c'est normal. Faites quelque chose, mettez un peu de propriété, qu'il soit peut-être que le Congo soit le premier pays où Trump visite. D'abord, il n'a pas beaucoup de respect pour nous, le Noirs, mais tout au moins, on fait un effort de le faire venir. De le faire venir. Alors, voilà, c'est que la fois là, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, ils ont promis à 10 ans d'investir 1000 milliards, plus de 1000 milliards, c'est 1 trillion, 1 trillion 400 000, 400 millions, ou je ne sais pas, 400 milliards, je ne sais pas comment on dit. Alors, ils veulent investir dans 10 ans. Okay. Je ne crois pas que Trump va rester 10 ans au pouvoir, mais tout au moins, ce sont des accords qu'ils ont signés. Ils vont acheter 28 Boeing. Ils ont aussi maintenant des investissements directs. C'est 200 milliards. Alors, vous comprenez que ça, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est beaucoup d'argent. Tout ce que je suis en train de vous dire là, il faut lire ça chez Reuters. Tu vas trouver ça. Alors, il y avait aussi un accord sur les chips, sur les chips de l'intelligence artificielle. Alors, du temps de Biden, parce que les Émirats Arabes Unis produisent cela, et il y avait une restriction pour des raisons sécuritaires, pour que cela n'arrive pas à être envoyé en Chine. Alors, mais Trump, maintenant, ils ont signé cet accord-là. Et puis, cette histoire des semi-conducteurs, ça, c'est très important. Semi-conducteurs, c'est très important parce qu'il n'y avait qu'une entreprise qui produisait cela, et c'est en Taïwan. OK, maintenant, l'Union européenne est en train de construire une usine. Trump aussi, du temps de Biden, ils sont en train de construire quelques usines en Arizona et tout ça. Alors, au Qatar, maintenant, le Qatar avait acheté 210 Boeing. Et puis, cette histoire où on a donné l'avion à Trump de 400 millions de dollars. Maintenant, en Arabie Saoudite, c'est 600 000 dollars. Et puis, ils vont s'acheter des équipements militaires pour 142 milliards de dollars. Alors, pourquoi je vous donne tout cela? Pourquoi je vous donne tout cela? Je dois d'abord déchirer. Pourquoi je vous donne tout cela? Pourquoi je vous donne tout cela? Alors, parce que vraiment, quand Tshisekedi propose les deals, quand Tshisekedi propose les deals aux États-Unis, tout le monde était là en train de critiquer. Le Rwandais critique. Et les Congolais critiquent. Tout le monde était en train de critiquer. Je pose seulement une rhétorique. Imaginez si le Rwanda avait les mêmes richesses que nous, Congolais. Le Rwanda avait ces richesses que nous avons. Vous pensez que le Rwanda n'allait pas vraiment, le plus rapidement possible, proposer ces richesses-là à Trump? Entre nous soit dit. Alors, vous savez, pour gagner la confiance de Trump, mais aussi pour vraiment avoir la place, gagner de l'influence, gagner de la visibilité, ils ont fait tout ce qu'on a vu là, les fanfares diplomatiques, les accolades, les accords, tout ça c'est pour gagner de la visibilité, pour gagner en influence. Alors, les gens maintenant qui disaient, oh, on est en train de dilapider la richesse de la République démocratique du Congo. Mais on voit là-bas, en Arabie Saoudite,
Tout cela, ils sont en train de tout faire, tout ça, pour acheter la sécurité. Pour acheter la sécurité. Pour influencer Trump d'une certaine façon. Alors, comme Trump, non pas seulement il est imprévisible, il aime les transactions, il aime les deals. Ces gens-là ont compris comment il fonctionne. Ils font ce qu'il a besoin des investissements. On donne des investissements. Ils vont recevoir quelque chose en retour. La sécurité, les armements et tout. Alors, dis-moi maintenant, et c'est ça, c'est là où il y a vraiment la question, surtout la question surtout à nos amis qui voient que Tshisekedi est en train de dilapider les richesses de la République démocratique du Congo. Ok. Moi, j'ai vraiment cette question-là. Je l'avais la posée à gens de Senko et c'est parce que ce sont eux qui ont commencé avec cette histoire. Les gens, il y a un type là qui s'appelle Mbeko, il y a les Kouswanika qui ont commencé avec leur histoire de pétitions. Les gens comme les Katumbi qui sont allés partout là-bas pour dire qu'il n'y a pas de minerais en République démocratique. Même Fayoul, ça m'étonne, même Fayoul. Alors, moi, je pose la question. Mais les gens là, les pays du Golfe, sont-ils aussi en train de brader leurs richesses? Est-ce que l'Ukraine est en train de brader leurs richesses? Maintenant, la question aussi que je peux poser au Rwanda, parce que vraiment j'ai l'impression là, j'ai l'impression, nous, on a de la superficie, on a de la forêt, on a des eaux, on a des minéraux, on a tout ce qu'il faut. Nous, on peut proposer cela à Trump. C'est un président transactionnel. Il veut recevoir, il est dans les gagnants-gagnants, il est dans les deals. Nous, on peut proposer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que le Rwanda va proposer à Trump? Qu'est-ce que vous, Rwandais, dites, parce que c'est vous qui commentez toujours, dites, qu'est-ce que vous allez proposer à Trump? De prendre les réfugiés? Oui, je sais. Combien de réfugiés vous allez prendre? Et c'est fini? Quels sont les minéraux que vous avez? Parce que là, par exemple, on parle du cobalt, on parle du lithium, on parle du coltan, on parle de l'or. Qu'est-ce que vous allez donner à Trump? Qu'est-ce que vous allez donner à Trump? Alors, vous voyez que vraiment, le président Tshisekedi a vu juste. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Les Chinois sont en train de trouver un compromis. Ils vont aussi donner quelque chose à Trump. Croyez-moi. Les Saoudites ont donné. Les Qataris ont donné. Les Émiratis ont donné. Maintenant, les Ukrainiens ont donné. Si nous en Afrique, nous seulement, nous Congolais, il n'y a pas un autre pays en Afrique qui peut le faire. Nous, on peut le faire. Si nous le faisons, où est votre problème? Où est-ce qu'on a bradé? Pourquoi les autres là n'ont pas bradé? Ce n'est pas nous qui ont bradé nos richesses. Alors vous voyez que cette histoire de deal, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Ce n'est pas seulement nous, tous on a. Donc c'est nécessaire qu'on le fasse pour qu'on reçoive de la sécurité, pour qu'on reçoive de la paix durable qui va s'accompagner avec une émergence, avec une certaine renaissance. Alors, comme j'attends, s'ils viennent investir 500 millions ou même 40 millions par an, alors, ça va créer des emplois, ça va créer des richesses. Le Congo va renaître. Alors, il faut arrêter avec ces bêtises-là de croire que non, on est en train de brader les richesses de la République démocratique du Congo. Alors, les richesses ne sont pas en train d'être bradées. Les richesses, le président a dit, je ne vais pas brader les richesses, c'est gagnant-gagnant. Alors, avant peut-être que je termine ce sujet, parce que c'est important pour moi de faire vraiment ce que les Allemands appellent ici une escourse. Ça veut dire que je vais sortir un peu du sujet pour réfléchir sur quelque chose. Alors, vous voyez, j'ai vraiment réfléchi ça avec moi sur ce sujet. Parce que je constate que quand vous regardez, par exemple, la Chine, parce que moi j'ai vécu à Chine 3 ans, j'ai les gens qui vont maintenant à Guangzhou,
J'ai vécu à Pékin, j'ai été à Chine, j'ai vécu 3 ans, donc j'ai vu beaucoup de villes de Chine. J'ai vécu là-bas. Alors, quand vous voyez les développements, c'est un pays bouddhiste. Tu prends le Japon, c'est un pays à tendance bouddhiste. Je ne sais pas ce que le taoïsme, ou je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Quand tu vois la Corée du Sud, c'est aussi les yin-yang ou des choses comme ça. Quand tu vas à Taïwan et tout ça, mais tu vois qu'il y a là-bas, il n'y a pas de corruption. Et quand il y a de corruption, il y a comme une sanction sociale et les gens même vraiment sont condamnés et tout ça. Et ça, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Tu vas chez les pays musulmans là-bas, tu vas là-bas en Arabie Saoudite, tu vas aux Émirats Arabes Unis, tu vas au Qatar, tu vas ici même en Turquie. C'est une religion musulmane. Beaucoup d'entre nous vont dire non, ce sont des païens. Mais là-bas, si tu prends de l'argent, tu voles, la corruption, on te met en prison, on te tue. C'est contre la religion. Alors, maintenant, c'est mon observation. C'est là où ça devient très intéressant. C'est mon observation. C'est mon observation. Tu vois les résultats, tu vois comment la Chine est entrée et tous les Congolais veulent aller à Chine, tous les Congolais veulent aller aux États, en Europe, tous les Congolais, tout le monde, là, les chrétiens veulent aller dans les pays qui ne sont pas vraiment chrétiens. Il y a le développement là-bas, il y a la réduction de la pauvreté, il y a la dignité, il y a le respect et tout ça. Maintenant, prenons notre pays. Les pays très riches ont pris tout le temps. C'est pourquoi j'avais fait des vidéos sur l'esprit d'église. Beaucoup d'églises, tout le monde prie. Je suis un homme d'église, j'aime Jésus, je lis tous les jours, je lis dans ma Bible, tous les jours. Mais je constate tout simplement que notre religion ne nous aide pas. Comment expliquer que dans le pays musulman où on ne craint pas Dieu, où on ne croit pas à la parole de Dieu, mais il n'y a pas de la corruption, mais chez nous où les gens prient et constatent, les dimanches, toutes les rues de Kinshasa sont vides. Où sont parties les personnes? À l'église. Mais comment expliquer qu'il y a cette corruption endémique dans notre pays? Si nous sommes vraiment un pays chrétien. Et c'est là qu'il y a la responsabilité de la SENCO et CC. Je ne sais pas si les imams et les moines sont très politiques dans les pays que je venais de citer. Dans les pays que je venais de citer. Je ne sais pas s'ils sont ils s'immiscent dans les affaires politiques, je ne sais pas. Plus de 54 dialogues nationaux, mais la corruption ne se termine pas. Alors, c'est la question même que je pose aux gens de SENCO et CC, parce que ce sont des églises qui se donnent une certaine autorité morale. Comment expliquer que dans le pays où vous appelez père spirituel, il y a cette corruption-là? Et dans d'autres pays, les autres pères spirituels musulmans, de moines, il n'y a pas de corruption, il y a le développement. Alors, vous comprenez que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est la même chose avec nos intellectuels. Hein. Donc, quand tu vois les intellectuels congolais, les Didier Moumenga, les Sessanga, les Kamere, les Matata Poncho, ces gens-là, tous s'appellent les intellectuels, les professeurs. Mais quand tu vois vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait, qui fait qu'aujourd'hui, on peut déjà penser, quand on pense vraiment, on dit, ah, ça c'est Matata Ponyo, ça c'est Kamere, ça c'est Sanga, tout. Et on les appelle des intellectuels. Alors je me pose la question vraiment, au Congo, les mots, il y a beaucoup de choses que moi je ne comprends pas. C'est pourquoi je pense que c'est un problème beaucoup plus profond qu'on réduit à Tshisekedi, on réduit. Je venais de vous donner l'exemple avec les musulmans. Pourquoi dans les pays musulmans ça fonctionne, il n'y a pas de corruption, alors que nous qui prions beaucoup, un Congolais, il prie. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut remarquer chez tous les Congolais. Avant même que tu quittes, la première chose qu'on met dans ta valise, c'est une Bible. Mais malheureusement, la corruption ne se termine pas. Pourquoi cela? Pourquoi quand tu regardes l'Arabie Saoudite, tu
Tu te dis, mais comment ces gens-là se développent? Nous avons plus de richesses que l'Arabie Saoudite. Nous avons plus de richesses que les Émirats Arabes Unis, plus de richesses que le Qatar. Mais le problème est que là-bas, il n'y a pas de corruption. Si tu voles, elle te coupe la main, ou je ne sais pas, ou te pend, je ne sais pas. Alors, les gens ont peur. Les gens ont peur. Alors que dans la religion, où normalement, les gens devraient avoir peur même de craindre Dieu et tout ça. Je vous ai donné un exemple. Tshisekedi a mis partout, là, seulement des chrétiens. Seulement des chrétiens. Mais la corruption, elle est rampante. Elle est rampante. Elle est rampante. OK. Maintenant, venons à la question que j'avais posée. Quel va devenir les M23 AFC après la signature des accords à Washington? Vous savez que les accords seront signés bientôt. Alors, je pronostique. Je pronostique. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ces accords seront signés bientôt? Vers le 15. Alors, avant vraiment que je réponde à cette question, je voulais que vraiment on réfléchisse ensemble. D'abord, j'avais déjà fait des vidéos à cette époque-là, j'avais parlé sur la Senco. Pourquoi, par exemple, leur démarche là d'aller à l'extérieur n'était pas vraiment appropriée. J'avais fait des vidéos sur ça. Et je vais répéter seulement certaines choses avant que je réponde à cette question. Vous savez, la première des choses, quand nous voulons parler de cette histoire de guerre et de la façon dont elle va finir, c'est qu'il faut qu'on ait de deux principes. Le premier principe, on ne peut pas venir, on ne peut pas aller s'allier avec, si tu es congolais bien entendu, tu ne peux pas aller t'allier avec une puissance étrangère pour venir tuer des Congolais et accéder au pouvoir au Congo. Ça doit devenir un principe. Ça doit devenir un principe. Tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas être parrainé par le Rwanda ou l'Ouganda et des choses comme ça. Si tu es Congolais, tuer tes propres frères, tes propres sœurs, les violenter et tout ça. Et après, pavaner à Kinshasa, devenir gouverneur. Ça, il faut que ça se termine. Ça, c'est un principe. Ça doit rester un principe. Plus question de prendre les armes en République démocratique du Congo et accéder au pouvoir. Ça, c'est un principe. Alors, un autre principe, c'est que, par exemple, pour qu'il y ait une paix vraiment pérenne, pour qu'il y ait une paix durable, comme M. Boulos venait de le dire, il faut qu'il y ait de la justice. La justice pour les victimes. Il n'y a pas de paix pérenne sans justice. Alors, ça veut dire que, par exemple, les Nanga doivent payer, les Makenga doivent payer, les Willy Ngoma doivent payer. On ne peut pas accepter qu'on tue toujours les gens et puis après, par un jet de passe-passe, ces gens-là sont complètement... reçoivent une certaine absolution, je ne sais pas. Alors, ça doit s'arrêter. Alors, c'est là le problème. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que j'étais en train de dire le dialogue de la Senco-ECC et même Seko Basanjo est en train de proposer n'a pas même de sens. Si tu te tiens seulement à ces deux principes. Si tu te tiens simplement à ces deux principes. Et c'est là que la Senco-ECC sont péchés. Pourquoi? Parce que ça, c'est la déclaration. J'ai sorti des déclarations. Je pense que c'était M. Mouteba et M. Cholet qui avaient dit, l'un d'entre eux, nous ne sommes pas là pour punir ou chercher qui a tort. Nous sommes des pasteurs. Nous voulons dissiper nous voulons comment on dit? Décrisper. Décrisper la vie nationale. Il faut faire la paix de braves. Nous voulons la paix à un prix. Et tout cela au détriment de ces deux principes. C'est-à-dire que non, on accepte, tout le monde peut venir, vous avez tué, on vient, on dialogue et tout. C'est comme si rien n'était. Vous comprenez? C'est pourquoi ça ne peut pas marcher cette histoire. C'est pourquoi on ne peut pas accepter que
que la Senko organise des choses pour que les Nanga, comment, peut-être Kabila, les Willingoma, les Makenga, tout ça, reviennent là à Kinshasa, et c'est comme si rien ne s'était passé pendant ces 3 ans de guerre. Les gens qui sont morts directement, les gens qui sont déplacés, les gens qui ont été violés, les gens... Donc, directement et indirectement, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Alors, on ne peut pas vraiment, tout simplement comme ça, oh, dialogue congolais, c'est pour les pactes sociaux, pour la paix et tout ça. Non, ça ne peut pas marcher. Un autre problème avant que j'avance dans ma réflexion, qui est important sur cette histoire de Senko, Senko et CC, c'est qu'ils ont fait une très mauvaise lecture du problème. Alors, au Congo, je veux lire cela parce que j'ai écrit. Au Congo, il n'y a pas de crise politique. Vous comprenez? Il n'y a pas de crise politique, mais il y a une crise sécuritaire. Alors, cette crise sécuritaire, c'est que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Le président l'avait bien identifié. M23 AFC sont des marionnettes, sont des pantins. Alors, maintenant, sur base de ça, le président a eu des victoires tout à fait, des victoires diplomatiques, médiatiques, numériques et tout ça. Alors, vous attendez tout le temps les opposants dire « Oh, il y a les causes profondes à ces problèmes ». Les Rwandais parlent aussi de la même chose, cause profonde. Alors, cause profonde. Kagame parle des causes profondes. Sesanga a parlé des causes profondes. Comment il s'appelle là? Seth Kikuni a parlé des causes profondes. Senko et CC parlent de causes profondes. Donc, eux aussi, ils ont le même langage. D'ailleurs, Kabila, lui, aussi a parlé de ces causes profondes. Il a même dit que c'est Tshisekedi qui est le problème. Alors, pour le Rwanda, c'est le problème de discrimination, les FDLR, les problèmes de sécurité et tout ça. Donc, vous voyez que vraiment, et ils pensent qu'il y a un problème. D'ailleurs, c'est ce que vous écoutez tout le temps. Il faut qu'il y ait une solution politique. Nous pensons. Je ne sais pas si vous êtes d'avis. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème politique en République démocratique. Il n'y a pas de problème de légitimité, mais il y a un problème de sécurité. Et les problèmes de sécurité, et c'est là que nous devons nous mettre tous ensemble, d'accord, nous sommes agressés par le Rwanda. Et le Rwanda doit partir parce que le Rwanda, les troupes rwandaises n'ont pas été invitées sur le territoire congolais. Alors, si maintenant vous parlez toujours des causes profondes et tout ça, et c'est là où même les problèmes avec les gens de Senkwe et CC et même les gens de AFC, c'est que c'est toujours, on demande toujours à la République démocratique du Congo de trouver des solutions à l'intérieur ou même au niveau de ses frontières. Par exemple, cette histoire de pacte pour qu'on vive ensemble et tout ça, mais on ne demande rien au Rwanda. On ne demande rien au Rwanda. Or, pour moi, les causes profondes de tout ceci, c'est au Rwanda. C'est au Rwanda qu'il y a les causes profondes. C'est le tribalisme qu'il y a au Rwanda. Entre les Tutsis, les Hutus, les histoires de Kwibuka, qui fait toujours que non, les Rwanda, les Hutus sont toujours traités comme des criminels et des choses comme ça. L'exclusion. Le Rwanda a beaucoup plus de réfugiés à l'extérieur, peut-être que la République démocratique du Congo par rapport à sa population, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que au lieu toujours de demander à la République démocratique du Congo de faire quelque chose, on doit aussi demander au Rwanda de faire quelque chose. Parce que pour moi, les causes profondes sont beaucoup plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Alors, les gens de Senko, ECC, tout ça, et même à Obasanjo, demandent toujours à nous, la République démocratique du Congo, de faire quelque chose. Faites ceci, faites cela, faites de brassage, faites de mixage, des relations économiques, des choses comme ça. C'est pour cette raison. Parce qu'on a fait un mauvais diagnostic du problème. Cette histoire de Senko et CC, ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas accepter ça, sinon on va répéter les mêmes
bêtise. Parce que le problème, à mon sens, il est plutôt sécuritaire et économique, comme M. Moïse Zang l'avait dit. Autrement dit, il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas de problème de légitimité. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a été élu président pour 5 ans. Donc, si les opposants veulent maintenant vraiment résoudre les problèmes politiques et veulent vraiment arracher le pouvoir à Tshisekedi, ils doivent attendre 2028. C'est ça, c'est ce que la Senko ne veut pas comprendre, c'est ce que CC ne veut pas comprendre. Alors pour eux, ils essaient par le dialogue de contraindre Tshisekedi à partager le pouvoir. Et c'est ça même l'erreur de tout, c'est que AFC, M23, Senko, tout ça, on fait, parce qu'ils pensaient que si on fait tomber Goma, on fait tomber Bukavu, et tout ça, Tshisekedi va chercher à négocier tout de suite. Il sera en situation de faiblesse. Les choses ne se sont pas produites comme ça. Les choses ne se sont pas produites comme ça. Alors, vous voyez que à Doha, là-bas, les négociations sont bloquées. Alors là, je suis un peu en réserve parce que souvent, quand on dit les négociations sont bloquées. Souvent, c'est comme l'autre fois, on a pensé que tout est bloqué et tout à coup, on nous sort un communiqué signé à Kinshasa, signé à Goma. Donc, je ne sais pas, parce que dans les négociations, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais tout au moins, c'est quelque chose d'important. Vous savez que dans les accords de principe, là, quand on parlait du M23, des AFC, c'était seulement quelques lignes en bas. Tout en bas. C'est pour dire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire tout simplement que quand les gros problèmes sera résolu, les grands problèmes, c'est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On va s'occuper du problème de Doha, qui est ici M23, ou de Nairobi, qui est M23, les problèmes, les revendications du M23. Alors, je ne sais pas, vous avez vu qu'ils ont aussi des problèmes de recrutement. Ils sont essoufflés, ils ont des problèmes économiques, ils n'arrivent pas à sécuriser Goma. Alors, quand vous écoutez les déclarations de M. Boulos, depuis et même maintenant, il insiste toujours pour que les gens du M23 déposent les armes. Surtout la femme qui représente les États-Unis aux Nations Unies, elle insiste toujours sur ce fait que les M23 doivent déposer les armes. Alors, maintenant, mais aussi, les demandes du M23, des brassages, mixages, de l'impunité, de ce qui est une forme d'amnistie ou des choses comme ça, et de partage de pouvoir. Le gouvernement est en train de refuser cela. Pourquoi? Parce que si vous faites cela, c'est comme vous répétez les mêmes bêtises des accords de 2009 et des choses. On ne peut pas reprendre, faire la même chose. Il faut respecter ces deux principes. On ne prend pas les armes, on ne prend pas les armes. Tuer tes propres compatriotes pour venir au pouvoir et on ne peut pas rester impuni. On ne peut pas rester impuni. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les M23? Est-ce que vous avez déjà la réponse? Hein? Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les M23? Ok, je peux me tromper. Mais je vais lire ce que j'avais écrit. J'avais écrit. Les M23 AFC, et si je pense aussi Kagame, Katumbi, Kabila, Senko et CC, ils sont tombés dans leur propre piège. Ils avaient tendu un piège à Tshisekedi et ils sont tombés eux-mêmes dans leur propre piège. Alors, maintenant, ce qui va se passer, ils vont déposer les armes, ils seront dissolus, M23 sera dissous, et beaucoup vont finir au CPI. Parions. Beaucoup vont finir au CPI. Si pas au CPI, beaucoup vont finir dans les prisons de Kinshasa. Ok, je ne sais pas, peut-être je suis en train de m'exciter là, je suis en train de
Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le seul espoir pour les M23, c'est Senko et CC, ou les dialogues d'Obasanjo. Pourquoi? Parce que dans ce dialogue-là, c'est le seul endroit où c'est le principe de justice, où on va dire non, on fait des réconciliations, tout ça. C'est pourquoi ils insistent pour cela, parce qu'ils savent c'est là où ils vont recevoir quelque chose comme on vous pardonne et demandez pardon et puis c'est bon, on continue la vie. Oh, Madame Kaikwamba, elle a dit non. Elle a dit non. Les gens ne peuvent pas rester impunis. Et il faut la soutenir. Parce que c'est ce qui va faire que les gens arrêtent de prendre les armes et de tuer les Congolais pour devenir des ministres, tuer des Congolais pour venir voler les richesses et tout ça. Alors ça, c'est important. Alors je dois boire quelque chose parce que je suis excité. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais si ça se passe comme ça, les Makenga, les Willy Ngoma, tous ces gens-là, soit à la CPI, soit dans une prison quelque part, ça c'est la victoire, ça c'est la plus grande victoire. Ok. Alors, ma conclusion est que le seul espoir maintenant de M. Nanga, c'est Tshisekedi. Vous comprenez? Si Nanga ne veut pas aller à la CPI, si Nanga ne veut pas être pendu, la seule personne qui peut sortir Nanga de ce problème, c'est Tshisekedi. Ce n'est pas Senko ICC, ce n'est pas Obasanjo, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Qatar, c'est Tshisekedi. Alors, vous voyez, c'est pour cette raison que quand vous voyez Nanga, il y a dernièrement, il y avait une interview de Nanga avec Steve Wemby. Vous avez vu ça? Quand vous voyez cette interview-là, quand vous analysez Nanga, c'est quelqu'un qui... On parlait d'espoir. La question était, vous êtes essoufflé, tout ça. On parlait d'espoir. Est-ce que vous avez vu l'espoir dans les yeux, dans les réponses de Nanga? Vous avez vu de l'espoir? Je ne sais pas. Vous avez vu de l'espoir? Quelqu'un qui a vraiment de l'espoir. N'oubliez pas, Nanga nous avait dit, d'abord après tout ce qu'ils ont organisé comme des coups d'État ratés, coups d'État montés, ratés, toutes les répétites stratégies contre Tshisekedi ont échoué. Il y a comment il s'appelle, John Numbi qui disait avant les élections, ils vont venir à Kinshasa. Nanga lui-même disait qu'il sera en mars à Kinshasa. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous voyez la tristesse et même la douleur dans ses yeux. Vous voyez comme ça la tristesse. Il est triste. Il est vraiment triste. Tu vois, c'est comme s'il est vraiment quelqu'un qui est lié, enchaîné, des gestes mécaniques. C'est le désespoir. C'est quelqu'un qui est essoufflé. C'est quelqu'un qui est fatigué. C'est quelqu'un qui est complètement désespéré parce qu'il sait que cette histoire ne va pas bien aboutir pour lui. Donc, la seule solution pour Nanga, même s'il vient faire de regrets et tout ça, la seule solution, la seule personne maintenant qui perd des Nanga et toute cette histoire de M23, c'est Tshisekedi. Vous comprenez? Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. On va voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout au moins, c'est ma réflexion. Mais ma réflexion sur base de mes propres analyses. Je peux me tromper. Laissez-moi boire quelque chose. Ça t'excite aussi de voir Nanga en prison, au CPI. Moi, ça m'excite. Je vois tous ces gens-là au CPI. Ça m'est vraiment... C'est pourquoi je suis en train de prier pour que cette paix arrive le plus vite possible. Comme ça,
On sait qu'est-ce qu'il y a dans les accords, qu'est-ce qui a été donné, tout ça. Comme ça, on sait quel est le sort de Nanga, quel est le sort de Willy Ngoma, quel est le sort de Makenga, quel est le sort de Makanika. Makanika, il est mort, je ne sais pas. L'autre, la Kanika, ou je ne sais pas quoi. Quel est le sort de tous ces gens-là? Vous venez tuer des gens et après, vraiment, vous pensez devenir de saints, donner des leçons. Non, ça ne peut plus marcher en République démocratique du Congo. Voilà, très chers frères et sœurs, voilà ce que je pense, ce qui va devenir du M23 après les accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda bientôt d'ici là. Que le Seigneur vous bénisse.